Alors, dites-moi, avec ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies, comment est-ce que vous vous sentez? Je vais vous donner un petit résumé. Le marché crypto-monnaie qui était de 73 000 dollars, actuellement nous sommes aux alentours des 57 000 dollars. C'est vraiment une chute énorme. Et apparemment, ça va même continuer. Alors, quels sont les éléments qui causent cela? On va commencer par voir ça. Il y a souvent beaucoup d'éléments. Vous savez que un crash d'avion n'est jamais causé par un seul élément. C'est un ensemble de causes qui causent un crash d'avion. C'est pareil pour les crashs crypto. C'est un ensemble de causes qui causent, n'est-ce pas, un crash crypto. Donc, on va commencer déjà par analyser le phénomène Sell in May. Sell in May, go away. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène-là. C'est un phénomène qui stipule tout simplement qu'en mai, le marché est souvent bizarre. Le marché a souvent tendance à diminuer ou à ne pas performer tout simplement. Donc, on recommande à beaucoup de personnes de vendre en mai et d'attendre, n'est-ce pas, que le marché soit plus favorable après juin, après juillet, pour pouvoir se repositionner. On va commencer par ça. On va passer par la suite à une analyse psychologique. Ok, on va essayer de voir les éléments psychologiques qui motivent le marché ou qui drive le marché. C'est très important. J'ai rajouté à l'analyse crypto qu'on fait en général, l'analyse technique qu'on fait en général, cette partie d'analyse psychologique là, parce que c'est très pertinent et ça montre souvent une direction très importante que le marché va prendre. On va tomber par la suite sur les news du jour. C'est très important pour savoir ce qui va se passer et anticiper. Et on va terminer par ma stratégie mise à jour. Je vous l'ai dit, je vous le dirai jamais assez. Une stratégie doit être mise à jour sur un marché qui se met à jour. Le marché ne peut pas se mettre à jour. Le marché ne peut pas varier et vous restez figé avec une stratégie. Vous allez vous brûler les ailes. Vous allez cramer votre compte. Il est très important de mettre à jour sa stratégie en fonction de comment le marché se comporte. Alors, il y a toujours une stratégie de base qui ne change pas, mais il faut ajuster quelques éléments au fur et à mesure, n'est-ce pas, que le marché varie. Vous ne pouvez pas avoir le même comportement en bull market qu'en bull run. Important de le comprendre. Et je rappelle que même en bull market, vous pouvez gagner de l'argent. Déjà, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous laisse épingler plus haut. Et en même temps, je vous rappelle de liker la vidéo. Ça n'est rien. Ce n'est rien pour vous. Ça ne vous coûte rien. C'est une seconde. Le bouton est là en bas. Likez la vidéo. Laissez un commentaire. Partagez. Ça va pousser YouTube à recommander la chaîne, à vous recommander également des vidéos pertinentes autour des cryptos et qui peut vous faire gagner pas mal d'argent. Ok? Bon. Intro trop long. Allons-y. Let's go. Bon. On va commencer par l'expression Sell in May and go away. C'est une expression qui arrive vraiment chaque année et surtout, n'est-ce pas, dans le mois de mai. Vous allez entendre partout Sell in May, go away. Vendez en mai et attendez un moment avant de racheter. Ok, parce que beaucoup de personnes se disent que ça va chuter. Alors, d'où vient déjà cette expression-là? J'ai fait quelques petites recherches pour vous. On dit l'origine exacte de ce proverbe est incertaine, mais il est probable qu'il soit apparu à une époque où les agriculteurs étaient l'agriculture, autant pour moi, était la principale source de revenus en France. En effet, mai est le mois où les cultures sont semées et où il faut donc investir beaucoup de temps et d'argent. Si les récoltes sont bonnes, les agriculteurs peuvent espérer engager des profits importants en les vendant à l'automne, donc quelques mois après. Mais si les récoltes sont mauvaises, ils risquent de se retrouver en été. Par conséquent, il était considéré comme prudent de vendre ses biens en mai, même si les prix étaient bas, afin de disposer d'argent liquide pour faire face aux éventuels imprévus. Donc vous voyez, c'est une expression qui date vraiment de longtemps, hein, et ça date, comme on a pu le voir ici, n'est-ce pas, d'une période en France où il fallait vendre en mai pour en quelque sorte se protéger. Alors cette expression-là s'est répandue dans le monde de la bourse, celui du Bitcoin, des actions de façon générale, et chaque fois ça revient, sell it may and go away. Bon, on va maintenant voir est-ce que ça a vraiment un impact sur la bourse et sur, n'est-ce pas, les cryptos. Donc on va voir le phénomène sell it may. On va déjà commencer par ce petit graphique-ci qui nous montre que en mai, ici en mai, ce sont les pourcentages qu'on a eu sur le SPX. Ok, SPX c'est un indice en bourse. Et on peut voir que en 2004 c'était 1,22, 2005 3, et on voit que globalement il n'y a pas plus de rouge que de vert. Ok, il n'y a pas plus de rouge que de vert. Ça veut dire qu'en mai, il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier. Le marché varie toujours normalement. Mais c'est juste un élément psychologique qu'on a mis à certaines personnes et beaucoup de personnes se retrouvent à vendre, mais on peut voir que ce n'est pas vraiment une vente en masse. Donc, on va dire que c'est un élément, c'est un adage qui est juste resté là, mais ça n'a pas vraiment un impact sur le marché des actions. Et ici, on regarde également le marché des cryptos. Vous voyez, il n'y a pas plus de rouge que de vert. Ok, donc ici, c'est aussi sur les différentes années en mai, 148%, 5%, moins 7%. Donc, il y a même plus de vert que de rouge. Donc, on peut comprendre que c'est vraiment un adage qui est juste resté là comme ça. Donc, beaucoup de personnes disaient que non, c'est ça qui fait qu'il y a eu une grosse chute du Bitcoin. Ce n'est pas du tout ça. Ok,
Ok, c'est un âge qui est resté là en tête, mais au fond, ce n'est pas du tout significatif de façon générale sur le mois de mai des années précédentes dans tous les cas. Ok, on continue. Alors, maintenant, on va voir un autre élément psychologique. On nous a dit, après le sell Mego Ewe, on va maintenant faire une analyse psychologique. Alors, on va voir un élément psychologique qui peut justifier, n'est-ce pas, de cette correction-là, cette chute-là. Alors, on peut voir ici que les phases du sont représentées sur le plan psychologique. Au début, n'est-ce pas, d'un bull market, il y a de l'optimisme, il y a des gens qui investissent totalement, il y a de l'euphorie. Lorsqu'on atteint l'euphorie, c'est en général là qu'on atteint l'ATH ou qu'on dépasse l'ATH comme on a connu récemment. On a connu récemment l'ATH du Bitcoin, soit en 13 000 $. Et après, il y a des gens qui prennent des bénéfices, il y a des gens qui paniquent et il y a des grosses ventes. Ok, donc lorsqu'il y a des grosses ventes, on est dans cette période-ci. Un peu comme cette période-ci où le prix est en train de faire ce que ça fait là. Donc, vous voyez un peu ici. Donc, on est dans la période d'énervement, de dépression. Et juste après, il peut y avoir un regain, c'est-à-dire une reprise, n'est-ce pas, de ce cycle psychologique-ci. Ça veut dire que après cette bonne chute-là, beaucoup de personnes vont encore avoir de l'espoir que ça va remonter. Ils vont investir un peu. Il y a encore ceux qui seront optimistes. Ils vont encore remettre de l'argent et c'est comme ça qu'on pourra aller réatteindre un ATH. Alors, mais là, est-ce que ça se fera en 1 mois, 2 mois? Personne ne peut le savoir, mais ça nous donne déjà quand même une certaine idée sur le fait que actuellement nous sommes dans une période de dépression, une période où les gens paniquent, vendent, et c'est souvent dans ce moment-ci qu'il faut acheter. Vous comprenez bien que c'est pas ici qu'il faut acheter, c'est ici qu'il faut acheter. Donc c'est un élément, un indice dans ma stratégie que je vais vous donner à la fin de la vidéo. Ok, un autre élément sur le plan analyse psychologique, ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt restent particulièrement élevés aux États-Unis. Ok, donc on est entre 5,25 et 5,5. Et après la réunion du dernier mercredi 1er mai, il y a 2 jours justement, quand la chute énorme a commencé, on explique que l'inflation ne baisse pas suffisamment, donc la Fed ne va pas rehausser ses taux d'intérêt. Donc l'indice des prix de consommation est même en train de remonter un peu d'un autre côté de l'Atlantique. Une inflation est située entre 2,7 et 3% aux États-Unis. La Fed estime que la logique de maîtriser les 2% n'est pas encore atteint. Ok? Donc vous comprenez que au niveau des chiffres de façon macroéconomique, ce n'est pas du tout bon. Il y a une grosse inflation et forcément les gars doivent maintenir les taux d'intérêt un peu élevés. Et quand les taux d'intérêt sont un peu élevés, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui entre dans l'économie. Et quand beaucoup d'argent n'entre pas dans l'économie, vous comprenez ce qui se passe. Il y a moins de liquidité pour donner par exemple au Bitcoin pour que ça pump. Ok? Donc on continue et on va maintenant voir également quelque chose qui est plutôt naturel. Ok? Fait partie de l'analyse psychologique et c'est tout simplement les corrections. Je l'ai dit ici il y a quelques semaines. Allez regarder cette vidéo. Je le disais que il ne peut pas y avoir une montée sans correction. C'est pas possible. On ne peut pas monter de 10% chaque semaine comme le Bitcoin faisait il y a quelques mois. Le Bitcoin montait de façon 5-10% chaque semaine. Et j'ai dit que ça ne peut pas être éternel. Forcément, à un moment donné, il va y avoir une certaine correction pour pouvoir assainir le marché. Et on peut le voir ici. Chaque bull run, ok, chaque bull run, Bitcoin Bull Market Correction Drawdown. On peut voir qu'en 2011, bon, 2011 c'était vraiment le début, on va pas s'intéresser à ça. On va voir à partir de 2015 ici, ok. À partir de 2015, donc juste après le bull run, il y a eu, juste après le bull run, autant pour moi voici le bull run là, il y a eu cette correction ici. Vous voyez la correction ici, ok. Et même pendant, ce n'est jamais une montée parabolique. Il y a une montée, une correction, une montée. Alors vous savez que c'est sur, on va dire, une échelle de temps assez énorme. Donc vous allez peut-être voir cette petite chute, vous allez me dire que c'est petit, mais quand on rapproche sur une semaine, vous allez voir que c'était une chute énorme, une chute incroyable. Ok, donc vous voyez ici que donc on monte là, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige. Et comme je vous l'ai déjà encore dit, je vais me répéter, lorsque vous voyez ces petits trucs-ci, c'est juste sur une échelle de temps trop grande. Si on rapproche l'échelle de temps, vous allez voir que cette chute-ci est vraiment monstrueuse, un peu comme celle qu'on est en train de vivre ces derniers jours-ci. Donc ce n'est que naturel. On ne peut pas monter comme si c'était une ligne droite. C'est pas possible. Parce que justement, pour que ça puisse, pour qu'il y ait même une courbe, il faut qu'il y ait du trading. Il faut qu'il y ait des gens qui achètent et qui vendent. Et ce sont la vente qui entraîne, n'est-ce pas, la chute
chute. Donc forcément quand on monte, on corrige, on monte, on corrige. Donc c'est assez naturel d'avoir une correction maintenant. On était trop monté jusqu'à aller toucher les 73 000 $. Après les 69 000 $, il n'y a même pas eu de pause. On est monté 70 000, 71 000, 72 000, 73 000 $. Donc je savais forcément qu'à un moment donné, il devait avoir une certaine correction pour pouvoir repartir à la hausse. Donc c'est un peu naturel. Alors maintenant on a fini l'analyse psychologique, on passe directement à l'analyse technique. Ok, donc on commence sur CoinMarketCap et on peut, n'est-ce pas, s'intéresser déjà à le Fear and Greed Index. Il y a quelques semaines c'était à 60 et quelques mois c'était à 70. On est aux alentours de 47. C'est normal à cause de la chute. Beaucoup de personnes paniquent, ils vendent et ils n'ont plus confiance au Bitcoin. Alors on va regarder le prix même du Bitcoin. On va essayer de voir la chute qu'on a eue. On va regarder ça sur 7 jours. Pour voir la chute, vous voyez, on est quitté de 64 000 $ et on est autour de 57 000 $. Vous voyez cette énorme chute-ci. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Ok? Donc, si on regarde sur un an maintenant, vous allez voir que sur un an, ce n'est plus si énorme que ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on regarde sur un long intervalle de temps, sur un long intervalle de temps, ça a l'air d'être rien du tout. Mais quand on regarde sur un court intervalle de temps, ça a l'air monstrueuse. Donc vous voyez que cette chute-ci, c'est un peu comme les autres chutes qu'on a connues ici. On corrige, on remonte, on corrige, on remonte, on corrige, on remonte. Même quand on est monté ici, on a corrigé, on est remonté. On a corrigé, on est remonté. C'est comme ça, c'est naturel. Ok? Donc il ne faut pas prendre ça trop mal. C'est pour ça que moi, je ne panique pas totalement. J'ai les cryptos, moi, je ne les vends pas. Parce que je sais que ce n'est que naturel. Et en général, quand il y a une correction comme ça, c'est juste pour prendre le temps de recharger et on repart encore à la hausse. Alors, quel autre élément peut justifier cette chute-ci au niveau analyse technique? Il y a le dollar. Le dollar n'est pas calme ces derniers temps-ci. Il est en train de nous faire des choses. Il veut nous rendre fous, ce dollar-là. On peut voir que au niveau de cette chute-là, je crois la chute c'était ce jour-ci. Donc entre ce jour-ci et ce jour-ci, on a un dollar qui a pumpé. Et vous, je l'ai expliqué ici, lorsque le dollar pump, les cryptos ont tendance à descendre parce que on va vendre des USDT pour acheter des cryptos ou réciproquement on va vendre des cryptos pour acheter des dollars. Donc ça varie dans le sens inverse. Lorsqu'on a une grosse montée comme ça du dollar, en général les cryptos vont chuter. Pareillement, lorsque on a une grosse descente du dollar, en général, les cryptos vont reprendre un peu des couleurs. C'est un peu comme actuellement si on regarde sur un jour, on peut voir que les cryptos sont en train de reprendre un peu des couleurs à cause, n'est-ce pas, de cette chute-là du dollar. Ok? Mais on voit quand même qu'on a mal entamé la journée parce qu'il y a une petite remontée. Ok? Donc c'est un peu ces éléments-là qu'il faut également prendre en compte. On continue l'analyse technique. Cette fois-ci, on va voir les liquidations. Les liquidations, j'ai envie de voir la map de liquidation. Donc les liquidations qu'on a déjà eues dans le passé. Liquidation, ok? Et on peut voir que, bon, aujourd'hui, c'était pas trop intéressant. J'ai envie qu'on voit les liquidations le jour qu'il y a eu, n'est-ce pas, cette liquidation-là. Ok? Qu'il y a eu, n'est-ce pas, cette grosse chute-là. Et on peut le voir, alors je crois que c'est ce jour-ci, le 13 avril. C'est ça, nous sommes le 40e aujourd'hui. Alors, on va regarder sur la map du Bitcoin, quand est-ce qu'il y a eu la chute. Nous sommes ici, sur un jour. Et on a eu, attends, regardons sur 7 jours. On a eu la chute à partir du... Ok, ici nous sommes le 4-30. Donc nous sommes le 30 avril ici. Ok, on a besoin de regarder à partir du 30 avril. On a besoin de regarder à partir du 30 avril les liquidations qu'il y a eu. Et ici nous sommes le 30 avril. Vous voyez ici, le 30 avril, il y a eu pas mal de liquidations comparées aux autres jours. Regardez un peu sur tous ces jours-ci, il n'y avait pas de liquidation aussi énorme. Et on a vu que le 30 avril, il y a eu beaucoup de liquidations. Donc le 30 et le 31 avril. Le 30 avril et le 1er mai, il y a eu énormément de liquidations comparées aux jours qui ont, n'est-ce pas, précédé. Alors c'est tout simplement pour dire quoi? Tout simplement pour dire quoi? Tout simplement pour dire que s'il y a eu beaucoup de liquidations, ça veut dire que quand les cryptos ont commencé à chuter à cause des autres données qu'on a vues précédemment, les liquidations ont encore appuyé cette chute-là. Et c'est pour ça qu'on est descendu beaucoup plus bas. Ok? Après avoir vu les liquidations, on va voir un peu la liquidation heatmap. Ça va nous montrer un peu sur quel niveau est-ce qu'il y a la liquidité. Et vous savez que le Bitcoin se comporte toujours de façon à aller chercher la liquidité. On peut voir ici que les liquidations sont autour de 56 400 $. Ok, 56 600, 56 400. Donc, en général, les liquidations se comportent toujours de façon à aller chercher les liquidités. Je le répète encore. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire qu'on a beaucoup de chances de casser et de venir chercher les liquidités sur les 56 000 $. C'est pour ça que je vous dis qu'à court terme, on risque de continuer, n'est-ce pas, dans la baisse. On risque de continuer à baisser forcément. Ok? Bon, pas forcément, rien n'est jamais sûr. Mais ces indicateurs nous montrent quand même qu'on risque de baisser pour aller chercher ces liquidités si avant de remonter. Maintenant, chercher les liquidités qui sont moins importantes, n'est-ce pas?
du côté du nord. Ok, donc on continue. J'ai envie qu'on regarde les funding, ok, pour voir comment les gens font. Est-ce qu'ils sont en train de shorter, est-ce qu'ils sont en train de parier à la hausse ou bien à la baisse. Et ici au niveau du Bitcoin, on peut voir ici, on va regarder de façon générale, on est remonté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont recommencé à long, ok, qui ont recommencé à long. Je préfère qu'on regarde la heatmap. La heatmap est beaucoup plus expressive. Moi, je préfère la regarder. Donc, la heatmap ici, on peut voir ici que aussi, alors ici c'est -3, ici on est en train de passer au positif. Donc, ici c'est négatif. Ça veut dire ici beaucoup de personnes shortaient. Donc, quand on est là comme ça, on est plutôt dans la neutralité et plutôt dans du positif. Donc, ça veut dire que les gens ont recommencé à long le marché. Et je l'ai déjà dit ici, quand on part dans un sens, en général, le marché va dans l'autre sens. Quand tout le monde long, en général, tout le monde va, le marché va shorter, va partir dans le sens inverse. Quand tout le monde short, en général, le marché va partir dans le sens inverse. Bon, maintenant, c'est plutôt de la neutralité. Donc, pas totalement se prononcer. Mais si on force pour se prononcer, on va dire que le marché doit monter parce qu'il n'y a pas beaucoup de short, il n'y a pas tellement de short. Mais bon, comme je l'ai dit, il faut combiner les indicateurs. Il ne faut pas juste se baser sur ça, il faut combiner les indicateurs. Et quand on voit avec les indicateurs qu'on a eu précédemment, on va un peu descendre avant peut-être de remonter. Ok? Donc, on continue. Je voulais qu'on regarde également, on revient ici à la home. Je voulais qu'on regarde l'open interest pour voir un peu comment ça a varié. L'open interest de façon générale sur les crypto-monnaies, c'est en train de chuter. 0,64%. C'est vraiment en train de chuter. Il n'y a pas vraiment de changement. Ça veut dire que les gens paniquent, ils vendent, ils n'entrent pas dans le marché futur. Ils sont peut-être en train de vendre en spot, ils n'entrent pas, ils ne prennent pas des positions dans le marché futur. Donc, il peut n'y pas y avoir de gros mouvements. Ok, vous voyez même déjà qu'au niveau de la liquidation ici, du jour, les liquidations du jour ne sont pas grandes. Vous voyez ici qu'on n'a même pas 1 million de liquidations. Bon, c'est vrai que ça, sur une heure, sur 24 heures, on a 196 millions de liquidations. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais alors, est-ce que vous croyez cette journée-ci? Parce que quand je vois sur une heure, bon, sur 4 heures, 6 millions, sur 12 heures, 46 millions, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ces dernières 24 heures, si ça va même pas atteindre les 100 millions. Ce qui montre qu'il y a vraiment une perte d'intérêt. Donc, il peut ne pas avoir de gros mouvements. On peut toujours continuer une petite descente là, tranquille, jusqu'aux 56 000 $, avant, n'est-ce pas, de chercher les liquidités vers le haut. Donc, c'est des éléments qu'il faut noter et prendre en compte si vous voulez vous positionner actuellement. Ça veut dire que si moi je vais acheter actuellement, je peux attendre un peu en essayant de voir si on va descendre vers les 56 000 $ avant de mieux acheter encore plus bas. Ok, donc on a fini là comme ça avec l'analyse technique. Alors il y a tellement de choses à analyser, on ne peut pas tout analyser, mais je vous donne, n'est-ce pas, en général un aperçu. On va maintenant basculer sur les news du jour. Ok, donc ceux qui ne nous rejoignent pas encore sur Twitter, faites-le rapidement. C'est Light Finance 237. Rejoignez-nous sur Twitter. Alors, la banque BNP Paribas, pour les news du jour, dévoile un investissement dans l'ETF de BlackRock. Donc, ils sont en train de mettre pas mal d'argent dedans. Vous savez que les ETF ont commencé, ça ne fait même pas 6 mois. Ça ne fait même pas 1 an. Donc, il y a encore pas mal d'argent qui vont entrer dans les ETF. Ils sont les éléments qui nous montrent que, de façon moyen terme, 6 mois comme ça, on va dire qu'on est plutôt haussier. Moyen terme, à moyen terme, on est vraiment haussier. Parce qu'avec les ETF qui vont encore amener beaucoup de liquidités, avec les particuliers qui vont encore entrer dans le game, il va forcément avoir une certaine montée du prix du Bitcoin à moyen terme. Mais à court terme, avec les news qu'on a vues, il peut avoir une certaine correction. Et si les États-Unis nous aident en réduisant les taux d'intérêt, il y aura forcément une explosion énorme. Ok, donc le l'ETF de Fidelity en risque de sortie net, donc au niveau des ETF, ça vend. Bon, c'est également un truc qu'il faut noter. Les ETF n'achètent pas seulement, ils vendent aussi. C'est également un élément qu'il faut noter. Alors, maintenant, ça c'est on va dire les variations des ETF. Et on peut voir que ces derniers jours, il y a eu, n'est-ce pas, que des sorties au niveau des ETF. Sorties. Et c'est également ça qui cause, n'est-ce pas, cette chute-là au niveau du prix du Bitcoin parce qu'ils sont en comptant. C'est les ETF spot. Ça veut dire que lorsqu'il y a des sorties au niveau de l'ETF, ils sont obligés de vendre des Bitcoins derrière. Donc, forcément, le prix descend fortement. Ok? Alors, il y a Layer 0 qui annonce son airdrop. Moi, j'ai ri parce que ce n'est vraiment pas le moment d'annoncer son airdrop quand le marché est en train de chuter comme il est en train de le faire actuellement. Donc, Jack Dorsey qui est le PDG de Block, une société fondée par Jack Dorsey, un ancien employé, aurait soumis environ 100 pages de documents montrant que l'entreprise avait traité des milliers de transactions impliquant des pays soumis aux sanctions américaines. Ça, c'est encore un procès que la SEC va lancer
aux États-Unis contre, n'est-ce pas, Jack Dorsey qui était, je pense, le fondateur de Twitter. Ok, une enquête sur Block, c'est sa nouvelle entreprise après qu'il ait quitté Twitter. Alors, on continue juste un peu. Environ 175 milliards de dollars de Bitcoin sont actuellement détenus par les ETF. Oui, ça, on le savait déjà. Je voulais voir les news sur les ETF au niveau, n'est-ce pas, de la Chine. Vous savez que les ETF ont été lancés à Hong Kong et les news n'étaient pas très bonnes parce que les entrées là-bas n'étaient pas conséquentes. Okay, je voulais tomber sur cette news-là, je ne tombe pas rapidement dessus. Il y a beaucoup de news, les gars. Ok, voici ça. Les ETF Bitcoin et Ethereum ont encore enregistré un volume total de 11 millions seulement. Vous voyez un peu, et pourtant aux États-Unis c'était 4,5 milliards. Vous voyez que la différence est énorme. Mais bon, je me dis que c'est au début, et comme aussi la Chine a interdit les crypto-monnaies dans un certain sens, beaucoup de personnes ont peur de s'exposer rapidement comme ça. Mais je crois qu'avec le temps, s'ils voient, comme ils sont déjà en train de le voir, parce que s'ils ont déjà des ETF Bitcoin, je suppose, ça veut dire qu'ils le voient déjà. Donc avec le temps, ils vont encore mieux le voir. Et n'est-ce pas là, il y aura un engouement énorme. Et si la Chine entre vraiment dans le game, les gars, vous connaissez la Chine est incroyablement costaud. Si la Chine entre dans le game des cryptos, je ne vous dis même pas, ce sera lunaire, ce sera énorme. Ok, donc il y a CZ Changpeng Zhao, l'ancien CEO de Binance qui a pris 4 mois de prison. C'est plutôt top comparé à des confrères comme Sam Bankman-Fried qui a 20 ans actuellement aujourd'hui. Donc il a pris 4 mois de prison, mais il faut reconnaître qu'il a été vraiment très transparent. À un moment donné, quand ça a cuit, il a dit qu'il quitte son poste sur Binance, il se positionne sur autre chose. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, vraiment. Donc il faut encourager ça, et c'était une news que je tenais à partager à la fin de cette vidéo. Ok, donc on va laisser le mot du jour, on va plutôt dire la phrase du jour, parce qu'en général ce n'est jamais un mot, c'est toujours une phrase. Sell in May and go away. Laissez en commentaire pour la phrase du jour et on se dit à la prochaine.